Putain, tu peux pas faire moins de bruit. Ah ouais, c'est vrai, il est en vacances. Alors, non, ça c'est pas la peine. Ah voilà, ça, non, c'est pas... Putain, j'ai fait tous mes jeux de plateforme. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Hey! Maître Sega? C'est toi? Non, Punky, pas par ici, plus bas, Punky. Voilà. Wouah, skate qui parle! Ah, mais pas du tout, mais connard! Bah, t'es quoi alors? Je suis l'âme de Tony Hawk. Voilà, tiens, boum. Il est pas mort, Tony Hawk. Oui, bah ok, bah je suis peut-être un skate qui parle, peut-être pas en faire des caisses, tu vas fermer ta gueule maintenant? Et du coup, tu viens me dire de tester ce jeu. Non. Bah, tu veux quoi alors? En fait, je viens te délivrer un message très important. Quoi? Arrête l'ensemble. Ok. Bonjour à tous. Vous vous souvenez comment c'était bien les jeux de skate? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, les vieux jeux, T3 un ringard, Ouais, ok, on va faire ça. Ah, les années 2000, entre les teen movies, Jackass et le punk californien, être adolescent dans les années 2000 n'était pas de tout repos, et le défi de l'autorité n'était plus devenu une posture mais une vraie philosophie de vie. Il ne fallait pas faire les choses, il fallait les faire contre la mouvance et si possible avec du style. C'est un petit panneau qu'on met quand on saute dans les buissons pour prévenir les gens que... il faut faire attention. C'est dans ce contexte que la culture skate héritée des années 80 est redevenue à la mode pour le plus grand bonheur de la génération MTV2. Depuis les années 90, le skate ne se pratique plus sur des rampes construites pour l'occasion, mais se pratique dans la rue. Au revoir les gros skates et les genouillères de minables, le skate moderne est nerveux, sanglant et dangereux. Chacun était libre de chausser ses plus belles Vans, d'enfiler son plus beau baggy et d'aller rider n'importe quel bout de trottoir pourvu que ce soit risqué, voire interdit. Enfin ça c'était avant qu'on invente les chaussures à roulettes. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce truc parce que vraiment je comprends pas. Dans les années 2000, on avait donc du skate et des sports de glisse un peu partout. Dans les clips, les films et évidemment dans les jeux vidéo. J'ai donc passé toute mon adolescence baigné dans cette culture et d'aussi loin que je me souvienne, tout a commencé avec un nom et un seul. Un nom qui allait révolutionner le monde du skate et du jeu vidéo, Bruce Willis. Attends. Jeu vidéo... Oui c'est ça, Bruce Willis. En 1998, Activision débarque avec un tout nouveau jeu sur PlayStation, un jeu vidéo de tir à la troisième personne mettant en scène Bruce Willis dans le futur et dénommé Apocalypse. Rigolez pas. À première vue, Apocalypse... Bon allez, si vous pouvez rigoler un peu, c'est marrant en fait. À première vue, Apocalypse, bien qu'étant un jeu plutôt fun, n'a pas apporté grand chose au jeu de tir, et pourtant il a apporté beaucoup aux jeux vidéo. Petit retour en arrière en 1997, lorsqu'Activision arrive à convaincre Bruce Willis de lui dédier un jeu sur la toute nouvelle PlayStation. Activision file donc Apocalypse et le nom de la star à un petit studio qui devra s'occuper du développement d'envergure du jeu. Ce petit studio qui n'a pas encore fait grand chose, c'est Neversoft. Et Neversoft fait donc amende honorable en livrant le jeu complet en quelques mois. Et Activision, très satisfait, leur confiera très rapidement leur dernière acquisition, une licence qui n'a pas grand intérêt pour eux puisqu'elle consiste encore en un simple nom, Tony Hawk. Tony Hawk qui vient donc de signer un petit contrat avec Activision, petit contrat de 15 ans, tranquille. À l'époque, Tony Hawk c'est déjà le prodige en devenir du skateboard. Le monsieur vient de taper le premier 900 de l'histoire, mais malheureusement le grand public ne le connaît pas encore, et contrairement à Bruce Willis, Activision sait que seul le nom de Tony Hawk ne sera pas suffisant pour vendre des galettes. Surtout quand on sait que la plupart des jeux de skate de l'époque étaient plutôt moyens ou seulement disponibles en arcade. Neversoft décide donc de gagner du temps en réutilisant le moteur du jeu d'Apocalypse pour son jeu de skate. Et c'est comme ça que Neversoft s'est amusé à mettre Bruce Willis sur un skateboard. Si Neversoft a bien compris une chose, c'est que le skate c'est avant tout une histoire de liberté. Et ça tombe bien parce qu'au début de la 3D, les joueurs ne juraient que par cette sensation de liberté. Après moult tests, Tony Hawk Pro Skater sort enfin, et grâce à de nombreuses démos distribuées dans les magazines, et grâce à un certain Cool Border qui a sans doute un peu mâché le travail, le jeu est un franc succès commercial comme critique.
Et y a de quoi, car quand on regarde le premier Tony Hawk, il est difficile de ne pas admettre que toutes les bases de la série étaient posées. Certes, le jeu ne propose que quelques flips, grab et grind, mais son système d'objectifs à remplir en temps limité est foutrement addictif, et les joueurs ne comptent pas les heures passées à rejouer les 9 niveaux du jeu. Sans compter qu'on peut s'y déplacer librement, vu que les niveaux sont ouverts et visitables dans n'importe quel sens, ce qui à l'époque n'était pas rien, puisque la plupart des jeux de skate étaient en fait des jeux de course. Mais dans Tony Hawk, on ne fait pas la course, on explore plutôt les niveaux, on y fait des scores, on récupère des lettres skate, le tout avec une vraie et perceptible sensation de liberté. Le jeu est donc acclamé pour son côté fun et sa soundtrack qui resteront des éléments emblématiques et qui feront du jeu un succès auprès des joueurs. Et il faut le dire, Neversoft a fait le taf, et accessoirement créé le jeu de skate tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un jeu de skate comme on ne l'avait jamais connu, et tout le long des années 2000, on a pu apprécier de nombreuses suites et clones de Tony Hawk Pro Skater qui à lui seul aura su créer un genre de jeu assez unique, notamment grâce à ses successeurs qui intégreront de nouvelles possibilités comme le manual par exemple qui permet de lier facilement des combos et des figures entre eux. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cela a permis au jeu d'évoluer dans le bon sens, les possibilités de combos étant quasiment infinies grâce à ce lien entre les séquences de figures. Chaque suite apportera quand même sa petite nouveauté, et dès le deuxième épisode, il sera possible de créer et personnaliser son propre skater. Et là, s'il faudra attendre l'épisode suivant pour enfin pouvoir choisir d'incarner une skateuse. Enfin, tu te rends compte? On pouvait pas créer de skateuse jusqu'à Tony Hawk Pro Skater 3. Ouais, je sais, je les ai signés les Tony Hawk. Mais attends, c'est fou ça, je veux dire, c'est un jeu que t'adorais, mais je veux dire, comment t'as fait toutes ces années sans pouvoir créer de skateuse? Je suis un mec. Ah ouais. Fragile. Chaque épisode se vend toujours plus que le précédent et Tony Hawk deviendra en 4 jeux la franchise de jeux de sport la plus vendue à l'époque. 4 jeux excellents dont encore aujourd'hui il est difficile de dire quel est le meilleur. Certains diront le 2, d'autres diront que c'est le 3, mais quoi qu'il arrive, les 4 premiers épisodes auront été nécessaires pour parfaire le gameplay de la série. Il en est de même pour les features additionnelles puisqu'au fil des années, Neversoft a ajouté un éditeur de skatepark et des éditeurs de planches et de tricks et même un éditeur d'objectifs, ce qui offre aux derniers épisodes une durée de vie colossale. Surtout quand on a quelques potes avec qui échanger quelques cartes mémoire remplies de skatepark. Parce que oui, Tony Hawk c'était aussi une culture de potes, de connaisseurs qui s'échangeaient des tips sur chaque level, sur les passages secrets à débloquer ou encore sur les combos les plus dévastateurs. Tony Hawk est rapidement devenu une série de jeux d'initiés, tant le concept final relève d'une évolution de la série, et tant il peut être compliqué à saisir pour un débutant. Se créent alors des cercles d'initiés et rapidement il y a ceux qui aiment Tony Hawk et ceux qui n'aiment pas. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment Tony Hawk, il s'agit là d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est sans doute dû au formidable mode multijoueur de Tony Hawk, qui sans proposer des modes de folie, s'assurait de toujours laisser aux joueurs l'accès à l'intégralité des maps du mode solo. Mode solo qui lui n'avait pas vraiment bougé depuis le premier épisode. En effet, le mode carrière classique de Tony Hawk est toujours resté le même depuis le premier épisode, avec des objectifs à remplir en temps limité. Et on sent bien que l'équipe a préféré se concentrer vers l'ajout d'éditeurs pour chaque aspect du jeu, afin que les joueurs puissent se créer eux-mêmes leur propre expérience de Tony Hawk. Et je me souviens à l'époque m'être posé la question de l'utilité d'un vrai mode solo dans un Tony Hawk Pro Skater. Attends, pourquoi je me suis posé cette question déjà? Ah oui, Tony Hawk Underground. Music power. En 2003, la série Tony Hawk est donc au top de sa forme. Tony Hawk Pro Skater 4 a conquis le cœur des joueurs et Activision décide d'annoncer le premier gros virage de la série jusqu'ici, Tony Hawk's Underground. Un virage à 900 degrés dénommé scénario, puisque cette nouvelle mouture prévue pour 2003 en intégrera un dans sa campagne solo. Ce scénario vous proposera d'incarner votre avatar au sein d'une aventure épique qui vous mènera jusqu'à la scène professionnelle et vous permettra de devenir célèbre en partant de votre skatepark des bas-fonds des États-Unis. D'où le Underground de Tony Hawk's Underground. Et aussi parce que ça fait Tug en abrégé. Ah, et rien à voir avec le Underground de Need for Speed Underground qui lui fait référence au milieu de l'importation illégale de voitures surboostées. En plus en abrégé ça fait snug, ça veut rien dire. Mais c'est rigolo, parce que les deux jeux sont sortis la même année. C'est l'année des Underground. On s'en bat les couilles. En plus de son mode scénario attendu au tournant, Tony Hawk's Underground ajoutera donc tout un tas de petites nouveautés, comme un nouvel éditeur de skatepark et de planches, la possibilité de se déplacer à pied, de nouvelles figures et des voitures. Des voitures? Ok, bah, pas chaud, mais on y va. Le mode scénario de Tony Hawk's Underground vous propose donc de créer un skater. J'ai donc créé Jean-Mi. Le problème c'est que même si Jean-Mi adorait le skate, il avait beaucoup de mal à s'adresser aux autres personnages du jeu avec son bec de lièvre. Du coup je me suis dit que Jean-Mi était beaucoup trop beauf pour être honnête, alors finalement j'ai essayé de faire un truc qui me ressemble plus ou moins. Ah oui, alors éditer le skater. Ouais, c'est pas mal ça. Ah là c'est bien, maintenant le pull. Oh putain!
Ah, là on est bien, on peut y aller en mode skater et tout. Notre histoire commence dans notre chambre d'adolescent quand notre ami Eric Sparrow nous prévient que le skater Chad Muska est en ville. C'est évidemment notre chance de nous faire remarquer, mais avant tout il nous faut apprendre 2 ou 3 trucs utiles. On nous lâche donc directement dans notre quartier du New Jersey que nous pourrons explorer à notre guise. Tout de suite on se rend compte que notre personnage prend des points de compétence en réalisant certains challenges précis, points qui améliorent évidemment différents aspects de notre skater comme la vitesse, la hauteur des sauts ou encore la vitesse des flips. Le jeu reprend peu ou prou le système de quête instauré dès l'épisode précédent, qui vous propose de chercher des PNJ qui vous donneront un ou des objectifs à remplir en temps limité. Là où ça n'avait pas vraiment de sens dans l'épisode précédent qui n'avait pas de scénario, ici c'est un vrai plaisir d'aller causer un peu à qui on veut. Concrètement, le jeu vous apprend très rapidement à contrôler votre personnage sur votre skate. Bon, ici, rien n'a vraiment changé depuis Tony Hawk Pro Skater 4. La maniabilité est aux petits oignons et c'est normal puisque, comme nous l'avons dit, c'est le résultat de 4 jeux à chercher la formule. Ceci dit, on vous apprend très vite à descendre de votre planche pour marcher, ce qui est une grosse nouveauté pour la série Tony Hawk, puisqu'avant cela, il était impossible de descendre de notre skate. Il est aussi possible de sauter et grimper un peu partout, mais aussi de descendre et remonter sur son skate à tout moment, et même en temps limité pendant un combo, ce qu'on appellera un caveman. On nous fait donc récupérer des trucs un peu partout, apprendre à créer nos premiers tricks et plaquer nos premiers transferts. Et on nous fait aussi conduire des voitures. Pour finalement arriver à impressionner Monsieur Muska à coups de combo et passer à la suite, ce qui permet d'admirer le joli changement de tranche horaire. Encore une petite nouveauté plutôt sympa. Quelques missions plus tard, dont une phase d'infiltration toute moisie pour récupérer un skateboard, il nous faut accéder au reste de la ville pour prendre un train à la gare et partir pour le prochain niveau, New York. Et concrètement, voilà comment fonctionnera chaque niveau du jeu. Des missions en skate, à pied ou en véhicule, jusqu'à débloquer une deuxième partie de niveau ou un lieu précis, puis encore une poignée de missions pour accéder au niveau suivant. De Tampa à Hawaï en passant par Moscou ou Vancouver, l'aventure vous emmène aux 4 coins du globe au rythme d'une soundtrack qui à l'époque était la plus fournie de la série puisqu'elle proposait plus de 70 chansons. On vous fait faire des séries de enchaîner des combos, exécuter des gaps précis quand il ne s'agit pas de recherche d'objets dans tout le niveau, les niveaux d'ailleurs plus grands et donc très différents des précédents opus en termes de level design. D'ailleurs quand on parle de level design dans la série des Tony Hawk, eh bien on parle pas de n'importe quoi. Prenez l'exemple de Dark Souls. Non, je déconne, on peut pas toujours tout lier à Dark Souls. Les level design des niveaux de Tony Hawk ont toujours été le fruit d'un vrai travail de réflexion. S'ils étaient au départ plutôt simplistes, ils ont rapidement commencé à s'agrandir d'épisodes en épisodes, s'adaptant aux changements dans le gameplay. D'abord lors de l'apparition du fameux manual qui reliait les combos entre eux, puis avec l'apparition du River dans Tony Hawk Pro Skater 3 qui pouvait lier les combos exécutés sur des rampes à ceux exécutés au sol, ou pour parler plus techniquement, lier les combos street aux combos vert. Concrètement, ça veut dire qu'à partir de Tony Hawk Pro Skater 3, il est devenu possible d'exécuter des combos virtuellement infinis. Du coup, la série n'a eu de cesse de proposer des niveaux plus grands dont le level design était adapté à ses nouvelles capacités, avec des sortes de routes de combos qu'il est possible de suivre et avec lesquelles il va falloir jongler pour atteindre un combo au multiplicateur improbable. Le level design s'est donc très bien adapté aux nouvelles capacités du joueur au fil du temps. D'ailleurs, il suffit de rejouer aux anciens niveaux débloquables dans Tony Hawk Pro Skater 3 pour vite s'en rendre compte. Cependant, avec l'apparition du Caveman, il est donc normal de se demander comment le level design allait s'adapter au fait de pouvoir descendre de sa planche, et surtout en plein combo. En effet, pouvoir marcher pendant un combo, même en temps limité, permet de pouvoir virtuellement changer de direction à tout moment, en passant d'un rail de combo à un autre. Et encore une fois, Neversoft a fait le taf. Tout d'abord, il faut préciser que l'équipe de Neversoft a souhaité créer des niveaux à l'apparence réaliste, en essayant de donner vie à de véritables spots connus par les skateurs du monde entier, tout en gardant une architecture ludique et dans laquelle on peut se promener librement. Faut savoir laisser les petites miettes au fond. Pour réaliser cette prouesse, Neversoft a juste eu la bonne idée de jouer sur un système de places circulaires. Ces places en nombre et tailles diverses serviront de giratoire aux joueurs, les rails de combo habituels faisant office de pont entre les places, de façon à ce que le joueur puisse enchaîner ses fameux combos dans une infinité de directions et choisir sa route de combo jusqu'au prochain giratoire. Et le meilleur exemple c'est Moscou avec son design tout en virage et en demi-cercle où il est littéralement possible de grinder toute sa vie. Et en plus de ça, le Caveman est très bien intégré aux différentes missions du jeu qui ne vous empêcheront jamais de l'utiliser. Missions qui ne sont pas trop répétitives et plutôt variées d'ailleurs, surtout que bon nombre d'entre elles s'inspirent des objectifs que l'on pouvait trouver dans les épisodes précédents. Chaque mission est là avant tout pour vous faire découvrir les fameuses routes de combo, invisibles pour l'œil du profane, mais aussi à maîtriser les différentes façons de faire péter le score en compétition. De plus, le jeu vous permet de zapper 1 ou 2 objectifs par séquence pour ne pas que vous restiez bêtement bloqué dans l'aventure. Chaque mission est justifiée par un personnage lambda ou par un skater pro. Évidemment, on vous demandera de faire tout un tas de trucs, sensés ou non, y compris faire vomir un gardien dans la piscine de l'hôtel ou aller ramasser des putes dans les rues de Moscou. Peggy Beauf. Et on en vient à un point qui divise beaucoup quand on parle de Tony Hawk's Underground, et même quand on parle de la série en général.
son humour. Cette série a toujours su proposer des bonus et des cheat codes complètement maboules. Et cet épisode ne déroge pas à la règle, avec ses vidéos de chute à débloquer ou ses personnages cachés un peu foufou. Sauf qu'ici, l'humour est nettement plus présent que dans les anciens épisodes. Que ce soit des vannes pipi caca aux outrages un peu limites, la série des Tony Hawk n'en est pas à sa première blague de trop. Et si vous êtes allergique au teen movie et à Jackass, je vous le dis tout de suite, ne touchez pas à cet épisode de la série. Des vannes au caca facile, aux clichés limite racistes, le scénario du jeu use d'un humour facile, souvent basé sur l'humiliation et rarement subtil. Bon, enfin du coup moi je m'en fous, j'aime bien le caca. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Cet humour, il est à l'image du scénario qu'il tente de servir. Une quête du spot ultime et du trick parfait qui vous fera rentrer dans la légende et devenir professionnel. Un scénario plutôt simple et sans vrai rebondissement, mais avec un rythme assez cool et des personnages plutôt fun. Comme Eric Sparrow par exemple, le fameux ami qui vous trahira dès qu'il le pourra. Ou encore les skaters pros que vous croiserez et qui vous apprendront certains de leurs tricks signature. Et du coup ça répond à ma question. Mais si, sur l'utilité d'un scénario dans la série. Avec son humour potache et son gameplay complexe, la série était faite pour une expérience plus scénarisée. Les Tony Hawk ont toujours amené leurs nombreux ajouts à chaque épisode, et il y a un véritable gap entre la simplicité du premier épisode et toutes les possibilités que l'on retrouve dans le quatrième. La licence avait donc vraiment besoin de cette porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, et je dois l'avouer, Tony Hawk's Underground est une vraie belle façon d'apprendre comment se régissent toutes ces mécaniques. Une sorte de Tony Hawk 101 qui vous prend par la main et qui fera de vous un vrai bon joueur de Tony Hawk's. Surtout que niveau gameplay, il se classe dans le haut du panier. Avec ses tricks de grind, ses spine transfers et ses double flips, Tony Hawk's Underground propose tout ce que la série a su apporter lors des épisodes précédents. Et il faut reconnaître que cet opus doit beaucoup à son moteur de jeu qui avait déjà fait ses preuves, en tout cas pour ce qui est des phases en skate. À pied, c'est un peu plus compliqué, les directions sont sensibles, les sauts imprécis et les glitches sont nombreux. Cependant, c'est largement suffisant pour se déplacer de mission en mission, ainsi que pour prolonger un combo dévastateur. Ah oui. Et donc il y a des voitures. Bon, déjà là-bas, je voyais pas trop l'intérêt. Déjà parce que les contrôles en véhicule sont complètement pétés, les voitures ne tournent pas ou tournent trop, mais aussi parce que le bruit des moteurs c'est vraiment insupportable. Puis finalement, je me suis dit que les niveaux étaient plus grands et que ce serait un bon moyen de se déplacer jusqu'à l'autre bout de la map. Sauf que je me suis vite aperçu que les véhicules ne pouvaient nous emmener nulle part, puisqu'ils nous ramènent au point de départ lorsqu'on décide de descendre de celui-ci. Bref, ces véhicules, en plus de ne servir à rien, s'intègrent très mal au level design dont j'ai vanté les mérites un peu plus tôt. Heureusement, il est possible de parcourir tout le jeu sans utiliser ces véhicules, sauf dans 4 ou 5 missions pas trop reloues. Et finalement, on sent bien que cette feature a été un peu ajoutée au dernier moment pour faire plaisir à papa Activision. C'est sans doute aussi à cause de ce manque de temps que Neversoft n'a pas pu intégrer le fameux mode carrière classique si cher à la série, et dont l'absence sera remarquée par tous les fans de la licence. Avec ses niveaux gigantesques et son level design de génie, on aurait vraiment beaucoup aimé pouvoir recommencer à chercher des lettres skate partout dans le niveau, ou tenter des compétitions de malades. De cette façon, en plus d'attirer de nouveaux joueurs de Tony Hawk, Underground aurait pu aussi plus que satisfaire tous les joueurs chevronnés de la licence. Évidemment, aujourd'hui, on serait plus encore en train de se demander quel est le meilleur Tony Hawk. Vous me suivez ? Tony Hawk's Underground, s'il n'est pas le meilleur épisode, reste tout de même un pilier de la série, pour ses niveaux qui sont parmi les meilleurs jamais créés pour un jeu de skate, mais aussi pour sa soundtrack quasi parfaite, sans parler de son scénario qui, même s'il est un peu bateau, prendra parfois des dimensions épiques, avec le fameux trick au-dessus de l'hélicoptère à Hawaï que vous devrez exécuter devant une caméra, et dont vous chercherez à récupérer l'enregistrement pendant la deuxième moitié du jeu. Quelle ne sera pas votre surprise quand elle ne vous sera révélée que juste avant le générique de fin. Un vrai bon moment de jeu vidéo que je n'avais vécu dans aucun jeu de sport auparavant. D'ailleurs, le jeu aurait sans doute pu rentrer dans la légende si Neversoft avait eu le temps d'intégrer correctement chaque mécanique de jeu. En effet, tout ce qui est finition sur Tony Hawk's Underground, c'est vraiment cheap. Et c'est exactement ça le gros problème de la série. Un Tony Hawk est sorti chaque année entre 99 et 2008. Ce qui fait que Tony Hawk's Underground a eu le droit à même pas un an de développement. Pour un jeu de sport, c'est totalement réalisable, surtout quand on a déjà un moteur qui ne reste plus qu'à peaufiner encore un peu. Et c'est ce qui s'est passé avec les 4 premiers épisodes de la série. Mais quand on parle d'un jeu scénarisé, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et forcément, le très court temps de développement se ressent d'autant plus, et le produit proposé au final a autant de chances d'être bon que d'être mauvais. Et en l'occurrence, vous avez de la chance, parce que celui-là, il est plutôt bon, voire même l'un des meilleurs jeux de la licence, et ce malgré ses quelques défauts. Mais le problème avec la chance, c'est que ça tourne. Et il suffit de jeter un œil au jeu sorti par la suite pour se rendre compte que le rythme était insoutenable. Alors certes, il y a Tony Hawk's Underground 2 qui est très correct, même si cet épisode s'adresse avant tout aux connaisseurs de la série, car il ne propose pas de vraie porte d'entrée à part un gros tuto d'1 heure très chiant.
On appréciera tout de même son scénario en roue libre qui capitalise sur l'humour gras de la série en ajoutant une dose de jackass et qui à lui seul cristallise tout ce que les années 2000 ont apporté en termes de culture skatepunk. D'ailleurs, Neversoft en profitera même pour réintégrer le mode classique de manière un peu bancale à cet épisode, histoire de montrer qu'ils savent à peu près à qui ils s'adressent. Quoi qu'il en soit, la série finira par se trahir elle-même à force de vouloir ajouter des nouveautés pas forcément très intéressantes à jouer, comme quand ils ont essayé de nous faire contrôler les pieds des skateurs. Et oui, c'est aussi con à jouer qu'à dire. Les joueurs de Tony Hawk ne suivront pas et je pense ne pas m'avancer en disant que la majorité ont lâché la série après American Wasteland, qui n'était pas un navet, mais pas un super Tony Hawk non plus. Finalement, la série accumulera les bides et après avoir lancé un certain Guitar Hero, un par an, Neversoft sera aspiré totalement par Infinity Ward, le studio à qui l'on doit la série des Modern Warfare. un par an, Et puis à côté est sorti un certain Skate, édité par Electronic Arts. La série des Skate propose quelque chose de relativement différent de la série des Tony Hawk, surtout au niveau du gameplay qui se joue avec 2 sticks et donc limite naturellement les enchaînements de combos pour donner quelque chose de plus terre à terre. De son côté, Activision refilera les affaires du petit Tony au studio Robomodo qui fera n'importe quoi, comme des jeux avec des vraies planches de skate à capteur de mouvement, qui, dois-je le préciser, sont complètement injouables. Enfin ça, c'était jusqu'à l'arrivée de la date fatidique du terme du contrat de 15 ans de Tony Hawk, qui se terminait fin 2015. Résultat, Activision demande au studio Robomodo de nous chier vite fait sans s'essuyer le très honteux Tony Hawk Pro Skater 5 avant la fin du contrat. Et évidemment, ce qu'il en ressort, c'est vraiment 60 € de bullshit dans tous les rayons de Micromania du monde. Ah non, mais c'est juste qu'en fait j'aime bien humidifier un peu avant qu'on me cale un doigt. Subtil. Finalement, on peut voir Underground comme le dernier sursaut d'une série qui, avec Tony Hawk Pro Skater 4, semblait déjà avoir atteint ses limites. Limites largement dépassées par la triste fin de la série et par des licences concurrentes bien plus soucieuses des joueurs auxquels elle s'adresse. Après 15 ans de bons et loyaux services, la série des Tony Hawk aura laissé une trace indélébile dans le cœur des ados des années 2000 et un goût amer de caca dans la bouche quand on parle de la triste fin du phénomène. Le vrai Tony Hawk, quant à lui, vient de plaquer le tout dernier 900 de sa carrière à 48 ans, mettant un point final à la légende. Et pour répondre très honnêtement à votre question, je ne sais pas quel est le meilleur épisode de Tony Hawk. Mais si je devais en choisir un, je pense que je choisirais Tug Pro. Tug Pro, c'est un mode très bien foutu pour Tony Hawk's Underground 2 et disponible gratuitement pour PC, Mac et Linux, pour peu que vous possédiez le jeu original. Possédier. Ce mode propose d'incorporer au jeu une très grosse partie des niveaux de la série pour y jouer à volonté. C'est un mode qui s'adresse avant tout à une communauté de joueurs fans de la série, et toutes les features emblématiques des Tony Hawk comme les modes classiques et les éditeurs sont de retour. Tony Hawk's Underground 2 possédant un moteur encore un peu amélioré, il est carrément inutile de dire que c'est un vrai bonheur de parcourir d'anciens niveaux avec ces nouvelles possibilités. Ce mode vous permet aussi de jouer dans les conditions de l'époque en désactivant le Caveman et autres features arrivées plus tard dans la saga. Bref, Tug Pro, c'est sans doute la meilleure expérience qu'il est possible de tirer de la licence, surtout qu'il propose un mode multijoueur en ligne sur lequel vous pouvez me retrouver régulièrement d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à télécharger ce mode et à me rejoindre pour des compétitions de skate de folie et des combos à 10 chiffres, mais aussi pour parcourir les niveaux de Tony Hawk's Underground qui sont sans doute les meilleurs de la série. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre épisode préféré de Tony Hawk dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bisous!